de créer les emplois, c'est au secteur privé de créer de la ressource, de la valeur. Et donc, il faut qu'on arrive à transformer notre budget en une véritable opportunité pour le secteur privé et permettre à ce secteur privé-là d'avoir une assise solide pour pouvoir se projeter et capter d'autres réalités économiques à travers certainement le territoire national, à travers l'environnement régional, mais aussi à pouvoir compétir en termes d'efficacité et à capter toutes les opportunités qui s'offrent, même sur le plan international. C'est bien possible, nous avons ce qu'il faut, nous avons les opportunités, nous avons véritablement la matière grise pour le faire, mais il faut qu'on ait de l'audace et il faut qu'on arrive à transformer cette économie-là et à permettre à ce que ce secteur privé, dans un horizon temporel très rapide, d'ici à la fin du premier quinquennat, que nous puissions transformer l'apport du secteur privé d'une contribution très faible sur les 3/3 de contribution du secteur de l'économie publique, qu'on puisse arriver à un secteur privé qui contribue à hauteur de 1/3 au moins et laisser les 2 autres tiers au secteur public. Voilà ce que nous entendons faire. Mais sur la dette, les opportunités que nous entendons saisir s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion active de la dette. C'est-à-dire que nous avons un stock de dette, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre secrétaire général du gouvernement, qui est très handicapant pour nos économies. Comment arriver à discuter avec nos partenaires techniques et financiers de façon à ce que la dette qui nous coûte très cher, qu'on puisse la reprendre et qu'on puisse retravailler son profil de maturité. Si la dette coûte cher et que nous devons la payer dans un horizon de 3 ans, qu'on puisse, mais véritablement avec les nouvelles opportunités qui s'offrent sur les marchés, qu'on puisse réacheter ces dettes-là par des dettes qui sont moins coûteuses et qu'on puisse transformer ou étaler sur un horizon temporel qui va au-delà de 5, 6, 7 ans, ce qui nous permet de libérer des marges de manœuvre. Si tous ces efforts-là sont réalisés avec la mobilisation des ressources internes, avec la rationalisation des dépenses publiques, nous allons voir que notre déficit budgétaire va aller en baissant, en empruntant une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire, comme nous le disons. La consolidation budgétaire, c'est arrivé à un taux de 3%. Ce faisant, le PIB augmentant avec la croissance, on voit une inversion de la courbe de l'endettement qui va effectivement nous amener dans un horizon raisonnable, soutenable, comme le disait le ministre de l'économie, à un taux de 70% ou inférieur à un taux de 70%, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA. Sur la première question, voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse, tout en laissant le ministre de l'économie certainement apporter d'autres éléments de considération. Voilà, monsieur le ministre, je crois que vous avez, en tant qu'économiste, répondu à la deuxième question de Mme Aminatou Diallo de Trade FM. Je crois que lui, il a des choses à compléter et à répondre également à la question de Catherine concernant la notation des agences. Voilà, c'est ça. Je vous donne la parole. Voilà. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je voulais juste ajouter à ce que le ministre des Finances et du Budget vient de dire. Effectivement, il y a la notation. Donc, de façon mécanique, le stock de la dette est plus élevé. Donc, ça va se faire ressentir sur la notation. Mais j'ai voulu insister tout à l'heure sur la trajectoire. C'est-à-dire que la notation, elle peut se dégrader, mais la perspective est bonne. Et la perspective, elle est importante. Donc, il y a un stock de dette, mais ce stock de dette aura une trajectoire baissière. Et de ce point de vue, il est important que ceux qui font la notation puissent apprécier cet aspect-là. La structure de notre dette est également bonne. Je disais tout à l'heure qu'en moyenne, en termes de coût, la dette nous coûte à peu près 4,5%. 4,5% parce que dans sa composition, il y a un certain nombre de facteurs. Il y a les dettes concessionnelles qui sont à l'intérieur, etc. Et la croissance du PIB du Sénégal, le ministre des Finances vient de le dire, est bien au-dessus de ce coût de la dette. Alors, ce qui fait que si la trajectoire donc, de consolidation budgétaire que nous avons l'intention de faire est respectée, la perspective sera bonne. Alors, cette perspective étant bonne, on ne devrait pas avoir de difficulté à convaincre nos partenaires et ceux qui nous prêtent que le Sénégal demeure un pays
crédible et que notre dette est donc soutenable. C'était pour répondre à votre question par rapport à la capacité à très court terme de financer donc notre déficit. Et peut-être juste ajouter que dans le financement de notre déficit, il y a les projets sur financement extérieur. Ces projets sur financement extérieur peuvent avoir des disponibilités en termes de ressources qui sont là. Et l'exercice qui a été fait de priorisation des projets, ces projets, une fois priorisés, les possibilités de décaissement sont déjà disponibles. Alors, de ce point de vue, il ne devrait pas y avoir de difficulté à financer le budget. Je vous remercie. Les agences de notation. Oui, c'est-à-dire, c'est ça, c'était la question. Les agences de notation vont constater le niveau de dette qui a augmenté, mais j'ai insisté sur la nécessité de la perspective. C'est-à-dire la perspective, elle est bonne. La perspective, elle est bonne à cause du fait que le déficit budgétaire à moyen terme sera réduit à 3% et que nous reviendrons très rapidement sur une trajectoire de dette beaucoup plus faible. Merci beaucoup, M. Sarr. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à demander à M. le ministre de la Justice de répondre aux deux questions qui lui sont posées. Vous avez des questions? Voilà. C'est bon. Alors, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le ministre. Merci. La première question qui m'a été posée est celle de savoir s'il est possible d'avoir l'identité des ministres et DG susceptibles de faire l'objet de poursuites. Vous savez, si j'ai tenu à citer la qualité des personnes susceptibles de faire l'objet de poursuites, c'est sur le fondement du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a décrit des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Il y a eu effectivement des malversations qui ont été commises, qui sont présumées avoir été commises, et ces malversations ont été bien décrites et le montant dissipé ou les montants dissipés bien spécifiés. Le problème qui se pose est surtout de savoir qui sont susceptibles, de par leur position, de par la nature des faits dont il est question, qui sont susceptibles d'avoir commis ce genre de malversation. Et la nature de ces infractions, la position des personnes susceptibles d'avoir commis les dites malversations ne peuvent être, à la lumière des faits qui nous ont été livrés par la Cour des comptes dans son rapport, que d'anciens ministres. Pourquoi? Parce que la gestion auditée, ou les gestions auditées, c'est de 2019 au 31 mars 2024. Et de ce point de vue, les ministres qui pourraient être mis en cause ne peuvent être que des ministres qui ont eu à exercer leurs fonctions ministérielles durant cette période. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a des directeurs généraux durant la même période, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers sans autre précision. Donc, la question est aussi simple. Et le rapport a été publié hier. Que je sois aujourd'hui en mesure de vous dire que tel et tel pourrait être poursuivi, c'est tout simplement me lancer dans une entreprise, dans une sorte d'aventure, c'est-à-dire une entreprise dont on connaît le début, mais dont on ignore la fin. Et ce n'est nullement dans mes intentions. Je ne fais pas du tout de la divination. Cela dit, il a été également question
de